Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode et on continue dans notre hors-série chez Sam avec cet épisode qui s'intitule Les techno-utopistes qui veulent coloniser la mer. Donc c'est un article issu du site New York Times sorti le 20 avril 2025 et écrit par Mark Yarm. Donc l'article c'est un peu l'histoire, voire la vision de Rudiger Koch, un ingénieur qui a été reconnu comme le record du monde du Guinness de la plus longue durée de vie dans un habitat sous-marin fixe. Et là, je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'il en est arrivé là. En fait, Koch, par rapport à cette expérience, il vivait en fait dans une pièce de 28 mètres carrés qui se trouvait à 11 mètres en dessous d'une maison flottante appelée Seapod Alpha Deep. Et dans sa cabine, il y avait un lit, un vélo, il avait Internet de Starlink, l'une des sociétés de Elon Musk, et des toilettes sèches. Et il avait aussi une horloge numérique qui faisait office de compte à rebours. Donc on comprend qu'il en est arrivé à vivre dedans grâce à une ONG qui se nomme The Sea Standing Institute. Et cette ONG promeut une vie sur des îles flottantes, respectueuses de l'environnement, avec un certain degré d'autonomie politique. Je sais pas vous, mais on dirait vraiment le début d'un film de science-fiction ou autre, avec toujours un gars ou un couple qui veut tester une nouvelle expérience, mais qui finit toujours par se tourner au désastre. Avec la fameuse scène de fin, ils survivent à la catastrophe, blablabla, enfin bref. Ça c'est vraiment la meuf qui regarde beaucoup de films qui vous dit ça. Donc en fait, dans cette interview, le président de l'ONG dit que sa vision est de créer, j'ouvre les guillemets, des sociétés émergentes dans lesquelles les gens peuvent former le type de communauté qu'ils souhaitent. Donc là, vous voyez où je veux en venir ou pas? Est-ce que vous voyez ou pas? Donc là, en fait, on lit dans l'article que dans des livres vraiment beaucoup plus vieux, la question d'avoir un mode de vie existait déjà. Et là, le journaliste cite Jules Verne. Donc on connaît tous 20 milieux sous les mers, ou bien Le Tour du monde en 81 jours. Et on apprend du coup qu'il a écrit aussi un livre qui s'appelle L'île Éliste, qui est en fait un roman sur une île artificielle qui se déplace, habitée par des millionnaires. Donc, et oui, on en revient toujours avec cette idée de fascination, de découverte, etc. Enfin, vraiment, l'idée du titre de l'article, en gros, quoi. Donc là, on apprend aussi que le frère de Hemingway, qui s'était tenté à fonder une république de la Nouvelle-Atlantique, en fait, l'avait fait à base d'un radeau de bambou à une dizaine de kilomètres au large de la Jamaïque, mais qui a été emporté par les eaux. Et en vrai, on peut en rire, hein, parce que ça restait comme un vieux radeau, c'était pas stable, il n'y avait pas de fondation, et en plus, enfin, quelle idée, enfin, vraiment. Mais le plus drôle, c'est surtout que le mec a utilisé le nom, en fait, de l'Atlantique. Donc désolé, pas désolé, même moi, ma culture générale, là, provient littéralement du film Disney, L'Atlantide, l'Empire perdu. Et il me semble avoir lu dans le mythe de l'Atlantide que l'île avait été engloutie sous un déluge d'eau parce que ses habitants avaient sombré dans la corruption et le matérialisme. Vous voyez toujours pas où je vais en venir ou pas? Non, je rigole. Je pense que vous avez capté. Donc franchement, pour faire une petite aparté, hein, mais je trouve qu'il y a une certaine fascination des riches avec l'eau. Et je sais que dans la symbolique, c'est beaucoup lié au renouveau, la purification, etc. Mais je sais pas, il y a une tendance vraiment où les riches aiment bien vraiment tout ce qui est les expéditions en tant que telles, et donc l'eau, et ou sinon actuellement, enfin avec Elon Musk, l'espace, quoi. Enfin bref, voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un événement qui s'est passé il y a un an ou deux. Euh, il me semble qu'il y a des riches en fait qui avaient pris un sous-marin ou l'avaient construit pour faire une expédition en eau profonde afin de voir le Titanic. Et ça avait fait la une dans la presse et au journal car ils avaient disparu pendant plusieurs jours. Et puis vous connaissez Internet et les théories, etc. Du coup, finalement, quelques jours plus tard, je crois qu'on avait appris qu'ils étaient morts lors d'une implosion de l'appareil et ils avaient même fait une reconstitution vidéo, enfin de comment ça s'était déroulé et tout. Enfin bref, c'était hyper triste, hein. Enfin moi je trouve, en fait le fait de mourir dans ces conditions-là, enfin je trouve que c'est vraiment vraiment trop triste. Et vraiment dans cette idée-là, je me dis aussi, franchement tout ce qui est dans les fonds marins, en fait dès que ça tombe dans les fonds marins, laissez tomber. Genre vraiment, allez pas là-bas. Enfin je sais pas, enfin je dis ça comme si j'y suis allée, mais enfin je pense qu'il n'y a rien de plus horrible. Enfin, je pense que le pire, vraiment, de toute façon, c'est que entre te perdre ou mourir dans l'océan, il n'y a rien de pire. En fait, je sais pas. Parce qu'en fait, je trouve que dans l'océan, en fait, on va jamais retrouver ton corps. Donc, je trouve que ça sert à rien. Faut vraiment pas s'y tenter. Enfin, non, vraiment, je trouve que c'est trop flippant, quoi. Oh là là. Bref, donc dans la continuité, on apprend que Coach, il a créé une société qui s'appelle Ocean Builder avec deux partenaires, Eloi Tsovsky et Romont, pour créer ces fameux Seapods. Donc là, vous tapez sur Google, vous voyez rapidement à quoi ça ressemble, etc. On dirait un peu des maisons d'ovnis, enfin d'ovnis. Mais je cherche pas à des maisons d'extraterrestres, pas des maisons, mais voilà, les soucoupes là, ça ressemble un peu à ça, ou enfin c'est vraiment au-dessus de la mer. Enfin, je pense que ça pourrait vraiment être ça. Enfin, vous voyez dans les films des fois, quand il y a des apparitions, comment on appelle ça, extraterrestres, avec un vaisseau, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment ça, quoi. Genre, ça m'étonnerait même pas qu'ils aient été inspirés de ça. Vraiment, en plus. Donc bref.
Tout ça pour dire que ils ont créé justement cette société avec vraiment la vision de vouloir proposer une solution de logement respectueux de l'environnement. Tant mieux, pourquoi pas. Par contre, ils ont dit quelque chose qui était intéressant, c'est que si vivre en mer ou dans l'espace devenait une option réaliste, alors les classes dirigeantes devraient réfléchir à ce qu'elles doivent faire pour rendre leur pays plus attractif. Et en vrai, ils n'ont pas tort. Vraiment, ils n'ont pas tort. Après, en général, je trouve que c'est un peu compliqué parce qu'il y a tout le temps de nouveaux modes de vie, hein. Et je trouve que c'est des modes de vie qui ont une plus grande facilité à se créer en dehors du cadre administratif. Donc, mieux vaut pas trop attendre l'État, quoi. Enfin, je pense, voilà. Je trouve que c'est intéressant que les gens puissent développer ce type d'idées, plus ou moins en fonction de leurs moyens, de leur statut. Mais c'est vrai que ça veut vraiment dire que s'ils sont obligés d'arriver à cette idée, c'est que ce qui existe actuellement soit n'existe pas, enfin il n'y a peut-être pas assez de logements, soit c'est parce que c'est pas en accord avec leurs valeurs, etc. Enfin, je pense. Donc là, pour l'ONG Standing Institute, il y a eu pas mal de critiques qui ont été faites en disant que c'était une tendance libertaire du mouvement et que ça a été qualifié de projet de vanité des riches. Donc pour définir rapidement le mouvement libertaire, c'est prôner la liberté individuelle et rejeter toute forme d'autoritarisme politique au niveau social comme privé. Donc en face, Ocean Builder de Koch se proclame plutôt comme une entreprise axée sur le style de vie et non un projet idéologique. Donc bon, moi je trouve que la frontière entre style de vie et idéologie peut être un peu floue et je pense que le fait qu'il ne veut pas dire que c'est une idéologie, c'est peut-être en pensant à ce que ça signifie en fait dans la société et que c'est plutôt utilisé comme un terme péjoratif, hein. Donc je m'explique. Tout simplement, le végétarisme, c'est vouloir une éthique, une philosophie qui guide pas les choix alimentaires. Et tu vois, ça va être un peu des valeurs, des actions qui vont avoir une cohérence, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ce que la personne, elle porte, son engagement dans son mode de vie, etc. Enfin, je sais pas. Donc là, on apprend que l'un des partenaires, Elo Artovski, et sa femme ont emménagé dans une forme d'habitat similaire, mais en dehors des eaux territoriales thaïlandaises. Et en fait, ils étaient à 22 km de la côte. Donc je suis partie calculer en fait sur Google Maps, mais personnellement, moi, ça m'intrigue, hein, parce que, en fait, depuis le début, là, quand j'ai commencé à lire l'article, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils font pour aller construire sur l'eau? Genre, vraiment, vraie question. Genre, comment faire les fondations, etc. Enfin, bref, hein, c'est... Moi, je trouve ça trop intriguant, mais bon, je peux trouver une petite vidéo sur YouTube, je regarderai comment est-ce qu'ils font, c'est toujours intéressant à regarder. Mais c'est juste que, aussi d'un autre côté, je me dis, mais si il n'y avait pas de terre à cet endroit-là, mais pourquoi est-ce qu'on irait construire là-bas? Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que tout ce qui est des fois artificiel, c'est pas forcément toujours une très bonne chose. Enfin, ce n'est que mon avis. Donc là, du coup, on est vraiment dans le prolongement de... Enfin, on n'est pas dans le prolongement de la côte, on était vraiment à 22 km, hein. J'ai même pas pu regarder sur Google parce que de toute façon, la maison n'existe pas. Enfin, je pense même pas qu'elle a pu être répertoriée. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que attitude de riche oblige. Et Lewandowski, il dit, il est très clair que les autorités thaïlandaises sont très paresseuses et nous avons supposé que la Thaïlande n'enverrait jamais personne aussi loin. Si ça, c'est pas du mépris, je sais pas comment l'expliquer. Donc là, en fait, les autorités thaïlandaises, comme elles ont vu en fait cette maison au loin, elles ont eu en fait des inquiétudes de sécurité nationale et se sont dit que le couple était peut-être en train d'essayer de créer un État indépendant. Donc en fait, un jour, pendant que le couple n'était pas présent dans la maison, enfin ils étaient à terre, enfin je sais pas si c'était parti faire les courses ou quoi que ce soit, bah ils ont vu les autorités thaïlandaises se diriger vers la maison. Donc en fait, eux, ils ont fui. Ils ont appelé comment on appelle ça, leurs potes. Donc en fait, entre-temps, les autorités ont remorqué la fameuse maison jusqu'au rivage. Et eux, ils ont appelé Romont, l'autre partenaire qui était à Singapour. Donc Romont, après, il leur a obtenu des papiers d'entrée, un hors-board, il a aussi pris son bateau et bye. Genre, en fait, vraiment, ils sont partis. Et genre, on apprend surtout que le couple, lui, est reparti vivre aux États-Unis dans une banlieue pavillonnaire, enfin, de je sais plus quel quartier. Et on apprend en fait qu'ils étaient un peu malheureux d'être repartis vivre là-bas, etc. Enfin, MDR. Donc là, le 24 janvier, coach, il voit son horloge qui affiche les zéros. Et en fait, il est tout content. Ha ha ha, j'ai battu le record. En fait, tout était prévu, hein. Enfin, moi, je pense que vraiment tout était prévu. Il avait un t-shirt promotionnel. Ça a été couvert dans les médias dans le monde entier. En même temps, enfin, c'est quand même un millionnaire, quoi. Et il dit que certains peuvent voir ça comme un caprice de quelques personnes ayant trop d'argent entre les mains. Donc là, la finalité, c'est que le mec, il a fait 120 jours en bas. Donc... il est sorti de son local, là, non, je rigole. Il est sorti de sa petite, comment on appelle ça? Sa petite maison, à ce moment-là, enfin bref. Il est parti sur Terre, il a pris son jean avec des potes, et il est reparti vivre dans son sipod, mais sur la partie qui est au-dessus de l'eau. Donc bref. Tout ça pour vous dire, morale de l'histoire, parce que c'est quand même important d'en faire,
Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Donc déjà, c'est que économiquement, qui se permettrait de faire ça? Parce que sachant que les records de Guinness, tu gagnes pas forcément d'argent. Enfin, je crois que tu gagnes pas du tout d'argent, mais tu gagnes en fait de la visibilité, de la notoriété, etc. Donc là, lui, en vérité, est-ce qu'il avait besoin d'argent? Je pense que c'est quelque chose qui l'a pas dérangé, puisque de toute façon, il pouvait se permettre. Et qu'en plus de ça, je pense qu'il a de l'argent qui peut travailler pour lui. Il a une société qui a pu fonctionner, on va dire, pendant 120 jours. Parce que pour 120 jours, attendez, c'est quoi? 30, 60, 90, 120. Ouais, 120. C'est-à-dire qu'il a fait 4 mois dedans, genre. Ah, après, il a fait 4 mois dedans. Parce qu'en plus, on sait même pas comment est-ce qu'il a eu de la nourriture et tout. Enfin, je sais pas, 28 mètres carrés. Je pourrais pas. Je pourrais vraiment pas. Non, mais vraiment, non, merci, quoi. Donc, moi, je pense que ça n'a pas trop été un sujet pour lui. Enfin, voilà, quoi. Il a de l'argent qui travaillait pour lui. Donc, je pense qu'il n'a pas eu à s'en soucier. Et donc, moi, je trouve que bien sûr que quand les gens disent que c'est un caprice de personne ayant trop d'argent, bah, bien sûr que oui, tu vois. Enfin, qui va aller s'infliger ça, quoi. Donc, et en plus, ça, c'est vraiment pas faisable pour tout le monde. Donc, bon, voilà. Autre morale de l'histoire, non je rigole. Franchement, moi je me dis, hein, vraiment, après tant mieux, hein, s'il y en a, ils veulent pouvoir, on va dire, obtenir des records de Guinness. Si vous voulez être les meilleurs, mais soyez les meilleurs. Non, je rigole. En vrai, les expéditions, etc., moi je trouve qu'il faut vraiment pas en vouloir faire en partie. Enfin, il y a toujours ce moment où on se dit, ouais, bon, c'est un peu cool, etc., mais j'ai l'impression aussi qu'on arrive vraiment dans des limites de. Comment on appelle ça, là? C'est comme dans les livres, là, les trucs disruptifs. Je sais pas, mais c'est vraiment des. Tu vois des gens, des fois, prendre des vols. Enfin, c'est. Ah ouais, voilà. Comme la vidéo où on voit Katy Perry qui est partie avec des copines à elle dans l'espace. Je crois que c'était pendant un truc de 3 minutes. Et c'était tellement ridicule, quoi. Genre en mode. Ok, genre. Super. Ok. Mais bon. Bref, voilà, tout ça pour dire que. Je sais pas c'est quoi le nom, mais je pense que c'était un peu dans ces environs-là. Donc voilà, tout ça pour dire en fait, vraiment, mais faut laisser tomber ce genre de truc. Et franchement, moi, je regarde assez de films. Donc, et même Avatar, la base, mais vraiment la base. Tout ce qui est terre, mer, c'est pareil. Franchement, il y a des humains qui ont voulu coloniser Pandora. Et prenez 2h42 pour le regarder, vous verrez. Vous verrez, vous comprendrez, vous me direz. Tout simplement. Donc bref, c'était la fin de l'article. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça trop cool de faire un peu cette lecture de presse là sur le premier et deuxième épisode. Donc voilà, on va revenir après avec des interviews. Moi. Mais voilà, donc du coup, trop contente. Moi, j'espère que vous passez un bon été, hein. Je ne vous l'ai pas demandé au début de l'épisode, mais j'espère que vous passez un bon été. En tout cas, voilà, je vous souhaite de bien le passer, tout simplement. Donc, moi, je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine.